Comment on a pu en arriver là? Sérieusement. 2 films Shazam, tous les deux tombés dans l'oubli une semaine après leur sortie. Bird of Prey, un spin-off centré sur Harley Quinn. Sans le Joker, qui se rappelle de ce film? On a eu The Flash avec le délire du multiverse. On a eu The Flash avec ce délire absolument insupportable du multiverse ajouté à DC. Alors ça, il faut m'expliquer comment le multiverse, enfin comment on a pu laisser passer ça, quoi. Parce que le multiverse, c'est pour moi, comment dire, une des pires aberrations qu'on ait vues dans le game des adaptations de comics. Alors pour Marvel, j'ai pu accepter ça par rapport à Endgame, bon, parce qu'il fallait bien que ça finisse un peu en happy end, tout ça, mais il n'y avait pas besoin d'aller jusqu'au bout. C'est pour moi ce qui a fait foirer, comment dire, c'est pour moi ce qui a plombé par exemple un film comme Deadpool versus Wolverine, enfin Deadpool avec Wolverine, enfin je sais plus comment ça s'appelle. Pareil, ce film, je l'ai complètement oublié. Bon bref, on a eu The Flash avec ses effets spéciaux dignes d'une PS3, et encore j'estime insulter la PS3 en disant ça. Ce film, lui aussi, a fini oublié et entaché par la réputation assez sulfureuse, pour rester poli, de ce brave Ezra Miller. Et comme si ça suffisait pas, on nous a sorti Superman 2025. Un énième reboot, propre sur lui, poli, mignon, calibré pour plaire à tout le monde. Donc à personne. À l'heure où j'enregistre, ça fait même pas 2 semaines que le film est sorti, et j'ai bien l'impression qu'on essaye déjà de l'oublier. Et vous verrez bien que très vite, ce film vieillira très mal. Car c'est un film qui visiblement a été conçu uniquement pour plaire à Twitter. Et pendant qu'on empilait des projets creux et sans vision, qu'est-ce qu'on a fait du vrai Superman? Oui, j'ose le dire, le vrai Superman, celui de Zack Snyder. Un Superman incarné par un Henry Cavill qui n'a pas eu, j'estime, la carrière qu'il méritait d'avoir. Bref, on aura eu droit à tout ça, et un seul film centré sur Superman, et pas un seul film solo sur Batman, le Batman avec Ben Affleck. Peut-être le Batman le plus brutal et surtout le plus humain qu'on ait jamais eu au cinéma. Et perso, je vais pas vous mentir, j'adore le Batman version Pattinson. Vraiment, j'adore ce film, même si je me suis endormi 2 fois devant. J'adore son style, j'adore son... J'adore tout, absolument tout, la musique, l'esthétique, surtout l'esthétique. Franchement, l'esthétique de ce Batman est pour moi trop sous-cotée. C'est un des films les plus brillants de sa décennie. On peut lui reprocher des tas de choses, une histoire qui part dans tous les sens, un méchant qui est très caricatural, mais j'estime que Pattinson faisait très bien le taf dans ce rôle de Batman jeune, fougueux, énervé, qui tape sur tout le monde. Mais, pour moi jusqu'ici, Ben Affleck, ça restera le meilleur. Un Batman usé, vieillissant, et toujours aussi énervé. Bref, on n'a pas eu un seul film solo, rien, alors qu'on avait l'ossature d'un univers grandiose, tragique, épique, et tout ça, on l'a laissé pourrir. Et au centre de ce gâchis, 2 personnes, le réalisateur Zack Snyder et une armée de haters qui s'est levée comme un seul homme, une armée de PNJ foncièrement anti-Snyders pour des raisons juste ridicules. Zack Snyder, en fait, pour certains, c'était beaucoup trop. C'était un mec avec une vision, une identité, une main d'auteur, mais il n'a jamais eu le soutien qu'il méritait, ni du public mainstream, ni des critiques, ni des studios. Trop sombre, trop stylé, trop politique, non, juste trop en avance sur son temps. Résultat des courses, après une vague de haine sur internet, la mort d'une de ses filles, Snyder a fini par baisser les bras. Définitivement à mon avis. Il est parti faire des films absolument minables ailleurs, sur Netflix, en paix, pendant que le DCU s'effondrait dans l'indifférence générale. Alors aujourd'hui, j'ai envie de remettre les compteurs à zéro et vous donner mon avis concernant Man of Steel et Batman vs Superman. Pas pour dire que c'était mieux avant, mais pour rappeler que parfois, on enterre des chefs-d'œuvre simplement parce qu'ils demandaient au public de réfléchir, de ressentir et surtout de s'impliquer. Et pas que de s'impliquer émotionnellement, s'impliquer presque spirituellement. Et c'est exactement pour ça qu'il mérite une seconde chance, c'est pour ça qu'il mérite d'être redécouvert par la nouvelle génération, pour montrer aux gamins de 20 ans ce qu'on leur a enlevé, et si on en parle encore aujourd'hui, plus de 10 ans après, c'est que justement, ces films étaient géniaux. Ils étaient bons, ils étaient quasi parfaits. Aujourd'hui, qui parle de Shazam, qui parle de The Flash, qui parlera de Superman 2025 une fois que l'été sera passé? Croyez-moi, pas grand monde. Salut chers amis et chers camarades, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous êtes confortablement installés. Avant de vous partager ma critique de Man of Steel et de Batman vs Superman, j'aimerais d'abord parler de Zack Snyder, enfin revenir sur le cas Zack Snyder, parce que Zack Snyder, c'est vraiment, j'estime, un réalisateur qui aura été maudit. Ça aura pris du temps, il aura encaissé énormément de chocs, il aura encaissé une réputation qu'il ne méritait pas, jusqu'à ce qu'il finisse par lâcher, qu'il finisse par abandonner, et c'est pour moi une des plus grandes tragédies de l'histoire du cinéma à l'heure actuelle, enfin du cinéma moderne, parce que Zack Snyder, à sa grande époque, c'était un joyau, l'armée des morts,
300, Watchmen, des films visionnaires dont on parle encore aujourd'hui, plus de 20 ans après, et dont on parlera encore dans 20, 30, 40, 50 ans, j'en fais le pari. Et je dirais même que plus le temps passe, plus ces films montent en... Comment ça s'appelle ? Enfin, vous savez, il y a des films qui... ça arrive pas souvent. Il y a des films qui se bonifient avec le temps. Et j'ai bien l'impression que les films de Snyder, surtout ses premiers films, eh bien, plus le temps passe, plus ils sont meilleurs. Et je dis ça sans être un fan hardcore. Je sais, mettre mon avis de côté, j'essaye d'avoir un avis personnel et en même temps un avis assez froid, généraliste, et désolé, plus je les revois ces films, je les remets de temps en temps, généralement une fois tous les 2 ans, et quand je les revois, eh bien, je remarque de nouveaux détails, je remarque toujours quelque chose, et je m'aperçois que, malgré le fait que les années passent, malgré le fait qu'on avance dans les années, qu'on ait passé les années 2000, 2010, qu'on est en train de passer le cœur des années 2020, eh bien, ces films ne vieillissent pas, ils refusent de vieillir, et ils ne font que, justement, s'embellir avec le temps. En tout cas, Zack Snyder, c'est un nom qui déclenche des guerres de tranchées. Il suffit de le mentionner pour que certains lèvent les yeux au ciel, pendant que d'autres se dressent comme des chevaliers. Surtout en France, j'ai remarqué. Comme si nous, avec le cinéma qu'on propose, on avait des leçons à donner, quoi. Zack Snyder, il divise, presque caricaturalement. On lui reproche souvent sa mise en scène trop brutale, trop stylisée, trop sérieuse, trop masculine. Alors que le mec a toujours subtilement mis en avant des personnages féminins. La petite infirmière incarnée par Sarah Polley dans L'Armée des Morts, c'est un personnage juste exceptionnel. D'ailleurs, on adore L'Armée des Morts parce que c'est un film qu'on voit plus aujourd'hui, c'est un film qui met en scène des personnages normaux, des gens de la vie quotidienne, qui avaient un métier normal. L'actrice principale, elle joue dans le film, elle incarne une infirmière. Le personnage incarné par Jack Weber, il joue un vendeur de télé. Ving Rhames, excellentissime dans son rôle, il incarne un flic. CJ incarne un agent de sécurité de centre commercial. Tous ces personnages, on pouvait s'identifier à eux, on les aimait pour ça. C'est aussi d'ailleurs une des raisons, je pense, pour lesquelles Zack Snyder est détesté, c'est que c'était un réalisateur populaire, c'est-à-dire un réalisateur qui mettait en avant des personnages, des gens normaux, du moins dans L'Armée des Morts. Dans 300, on a l'air de l'oublier, même si c'est un film qui met en avant des mecs super balèzes, stokos, hyper bien gaulés, c'est également un film qui met en scène la reine Gorgo, comme une femme, une reine forte, puissante, intelligente, et tout le film en fait est centré sur elle. La quête de la victoire de Léonidas, c'est avant tout une déclaration d'amour, comme il le fait à la fin. Pour moi 300, c'est un film de guerre, mais également un film d'amour. Enfin, on le comprend vers la fin, quand Léonidas fait son ultime déclaration. Il déclare son amour à son peuple, à ses frères, à sa femme, sa reine. Watchmen, c'est également un film qui met en scène pas mal de femmes. Son Sucker Punch, c'est intégralement centré sur des meufs. Bref, jusqu'ici, je n'ai pas entendu un seul argument valable en défaveur de Zack Snyder. Et, à titre personnel, je défendrai jusqu'au bout, enfin, du moins, je défendrai le Zack Snyder de la grande époque, parce que le Zack Snyder d'avant, il n'est plus, depuis un petit moment déjà. Mais en plus de ça, on lui reproche d'avoir une mise en scène trop politique. Enfin, ça c'est ceux qui sont extrêmement politisés qui lui reprochent ça, donc à savoir ceux qui ne comprennent absolument rien à la politique. Comme toujours. Trop politique et surtout trop idéologique, car il y a des critiques qui vont jusqu'à dire que Snyder est de droite, voire crypto-fasciste, simplement parce qu'il filme la puissance avec solennité. Mais ça, c'est un contresens qui est total. Et j'invite certains justement à regarder certaines affiches de l'époque soviétique, pour voir que, entre la vision, de l'homme nouveau, de l'homme total soviétique, et cette quasi-caricature des personnages mis en scène par Snyder dans ses films, c'est assez proche, quoi. Ce que beaucoup prennent pour de la propagande de droite, c'est en réalité une forme d'esthétique tragique. Snyder ne glorifie pas la force, il l'interroge, il filme des dieux qui doutent, des hommes qui chutent, des symboles qui s'effondrent, il n'exalte pas l'autorité, il la met en crise. Chez lui, Superman, par exemple, est vu comme une menace avant d'être une idole, et Batman est vu comme un type brisé, parano, rongé par des échecs. Y a rien de réactionnaire là-dedans, juste une volonté de prendre des mythes au sérieux, de leur redonner une charge existentielle. Et franchement, c'est peut-être ça le vrai blasphème pour certaines critiques. Ne pas traiter les super-héros comme des clowns en collant, mais comme des figures tragiques du monde moderne. Snyder a toujours une vision mythologique, et c'est ça qui dérange, enfin du moins, c'est ça qui dérange certains, car la fanbase de Snyder est quand même présente, il y a une fanbase, mais la fanbase de Snyder a le défaut d'être trop discrète, trop effacée, parce que j'ai remarqué que du côté des fans de Snyder, on a affaire à des vrais amoureux du cinéma, et surtout des gens intelligents. Et les gens intelligents, c'est rarement les plus brillants.
C'est cool, ça rime. Et j'estime que Snyder n'a pas eu le soutien qu'il méritait. Il aurait dû être davantage soutenu, davantage porté par ses fans, parce qu'il y en avait. À chaque fois autour de moi, quand je discute des meilleurs films sortis dans les années 2000, très souvent, L'Armée des Morts sort comme le meilleur film de zombies. 300 sort, on sort 300 comme un des meilleurs péplums jamais produits dans l'histoire. Watchmen, un des plus grands films de super-héros. Un film de super-héros mature, et je précise que Watchmen n'est pas le seul film de super-héros à être mature, violent, tout ça. Rappelez-vous de Logan, c'est du même niveau de violence, c'est du même niveau de brutalité. Enfin, à l'époque, on n'a pas attendu, dans les années 2010, on produisait encore ce genre de film. Et j'attends qu'on remette en branle des films comme Logan. Alors bien sûr, on a eu droit au Deadpool Wolverine, qui est bien violent, mais oui, il est violent du point de vue visuel, mais du point de vue du fond, on n'a pas la même maturité, on n'a pas, comment dire, la même profondeur. On sent bien que ces films s'adressent... on sent bien qu'on vise un public particulier, et le public de Snyder, c'est un public adulte qui est visé. Et Snyder n'énerve pas les adolescents à proprement parler, mais plus les adolescents, donc des adultes qui veulent voir quelque chose de policé, de grand public, en gros des super-héros qui sauvent le monde, défoncent un monstre et balancent une blague de pitof, quoi. C'est tout ce qu'ils veulent, quoi. En tout cas, Snyder, j'ai toujours aimé ce qu'il a fait jusqu'à Justice League. Enfin, Justice League a été, on le sait bien, détruit, il faut le dire, par le drame qu'a vécu Zack Snyder, à savoir la mort d'une de ses filles, une fille adoptive, je crois. Donc imaginez un peu ce que c'est pour un réalisateur, vous bossez sur un film, une production à plusieurs millions de dollars, et vous apprenez la mort de votre fille. Mais ça devait être un cauchemar, quoi. Enfin, ça doit être monstrueux. Et alors après, j'admets ne pas avoir vu sa Justice League Director's Cut, je me la garde pour plus tard. J'ai vu une seule scène, c'est une scène avec le Joker, enfin, quand on voit Batman Ben Affleck avec le Joker, et j'ai pas trop apprécié cette scène, j'admets. Je la trouvais faussement profonde, les dialogues étaient pas terribles, donc j'ai un peu peur d'être déçu, même si je pense que ce sera relativement réussi. Tiens, d'ailleurs, je parlais de films matures, j'oubliais Joker, de Todd Phillips, qui est sorti en 2019. Pareil, un Joker qui a été finalement détruit, qui a été auto-cancel ou je sais pas quoi, par son Joker 2, Folie à 2. Ce film était uniquement conçu pour faire un rétropédalage en mode non mais attendez, j'assume pas du tout Joker 1, regardez, je déconstruis le Joker, non, c'est pas du tout la figure que j'ai voulu vous vendre, proposer, alors que c'était un film qui était pertinent, intelligent, extrêmement mature, et d'ailleurs, c'est ça que je comprends pas chez les producteurs, c'est que il n'y a pas besoin de viser que les adolescents pour faire des cartons. Joker a rapporté le milliard, alors que le film n'a rien coûté. Ce film a rapporté $1 milliard, je sais pas si vous voyez le délire, quoi. Donc non, il était possible de produire des films, continuer à faire des films matures, mais visiblement, passé la décennie 2020, les studios ont changé de vision, ont changé d'approche, et ont voulu proposer autre chose. Et Snyder a fini par flancher. Alors après, j'en sais rien, je suis pas en interne dans le milieu de tout ça, mais c'est ce que mon instinct me dit, c'est ce que je vois, les signaux me montrent ça, donc il perd sa fille, et en même temps, j'imagine qu'il y a eu un revirement de la part des studios, donc Snyder d'un côté n'a pas été adoubé tel qu'il aurait dû être, parce que malheureusement, c'est pas parce que vous avez une fanbase que vous êtes forcément, que vous êtes défendu à tous les niveaux. Par exemple, je pensais à Jules Verne. Jules Verne a énormément souffert à la fin de sa vie parce qu'il n'a jamais été accepté à l'Académie française parce que ses bouquins étaient considérés comme des livres conçus pour la jeunesse, pour les enfants, alors que c'était des livres qui étaient visionnaires, qui dépassaient tout ce qui était produit à l'époque. Jules Verne est un des plus grands auteurs qu'on ait eu. Et d'ailleurs, on reconnaît à un grand auteur ou un grand artiste à son exportation. Il me semble que Jules Verne, c'est l'auteur qui a été le plus adapté au cinéma. Et quel est le pays qui a le plus adapté Jules Verne, sur grand écran? Les États-Unis. Jules Verne a cartonné à l'étranger. En France, Jules Verne est vu comme un auteur de seconde zone, alors que pourtant, on aurait déjà dû produire 10 films de Jules Verne sur les 15 dernières années, et pas une énième Comte de Monte Cristo, Trois Mousquetaires, tout ça. Jules Verne doit être remis sur le devant de la scène. Jules Verne, il s'ancre un petit peu dans la mythologie d'Expédition 33, qu'on est dans le même niveau, quoi, une intelligence française, une beauté, une poésie, et une quête de l'excellence, mais de l'excellence, vous savez, pas à la bourgeoise, quoi, une excellence à la quasi prométhéenne, quoi. Donc Jules Verne a énormément souffert à la fin de sa vie de par un manque de reconnaissance, alors que le gars avait vendu des milliers de livres, des millions, il avait inspiré le monde entier, il avait fait rêver des millions de gamins, mais l'élitisme bourgeois littéraire parisien l'a un peu toisé de haut, et il a dû en souffrir, et je pense que Snyder a dû avoir la même chose, dans un autre délire, il a dû être rejeté par tout le monde, parce que les gens préfèrent la fausse intelligence à la Christopher Nolan, plutôt que la pertinence brute de Snyder. D'ailleurs, je suis convaincu que Snyder survivra
va à Nolan dans l'histoire, parce que Nolan est quand même un réalisateur très surfait, très froid, très calculateur, très très prétentieux dans la forme, alors que Snyder, au moins, on en a pour notre pognon, quoi, littéralement. Remater Watchmen, mais explose la trilogie The Dark Knight de Snyder, de Nolan. En tout cas, j'estime qu'on a définitivement perdu Zack Snyder dans la décennie 2020 parce que en 2021, il aura réalisé, tourné pour Netflix, Army of the Dead. Wow, un des pires films que j'ai eu à voir, alors que pourtant esthétiquement, visuellement, c'est du Snyder tout craché. Il y a des tas de plans qui sont iconiques, qui sont magnifiques, hein. Le plan avec le soldat là qui sort son fumigène avant de se faire bombarder, la scène d'intro, tout ça avec les zombies, c'était génial. On a pas mal de scènes même d'action qui sont, d'ailleurs, c'est quand je relance le film, c'est uniquement pour mater les scènes d'action, mais le reste, tout est insupportable. Les personnages sont extrêmement clichés, c'est du déjà vu. Il met en scène des femmes comme on n'a pas envie de les voir, à savoir, c'est du féminisme moderne. On n'a pas le féminisme subtil des années 2000-2010. On mettait en scène des femmes fortes, des femmes féminines, qui avaient, une vision, une complémentarité avec leurs personnages. Or là, on met en scène des meufs qui se comportent comme des bonhommes, quoi. Donc on a du mal à s'identifier à eux, on a du mal à les voir comme des exemples, et c'est pour ça que tout le monde les a oubliés. Tout le monde a oublié Army of the Dead. Qui se rappelle de ce personnage? Qui se rappelle de celui-là? De celui-là? Personne. C'est beau l'idéologie, c'est bien beau d'avancer avec son époque, mais l'humain, il met beaucoup de temps à évoluer, on met beaucoup de temps à prendre le pli dans une époque, et là, le changement a été trop radical. On est passé de personnages sans âme on est passé de personnages avec une âme, justement, à des personnages sans âme, et le truc, c'est que le cinéma, l'idéologie peut évoluer autant qu'elle veut, l'humain, lui, il reste tel qu'il est, et on va pas changer comme ça, en un claquement de doigts, même du côté des nouvelles générations, on sait reconnaître la beauté où elle est, on sait reconnaître l'intelligence où elle est, et on sait reconnaître, évidemment, la médiocrité où elle est. Et le truc, c'est que la médiocrité, c'est fédérateur du côté des gens qui ont besoin de validation sociale, et surtout du côté des jeunes de cette nouvelle génération, parce que la décennie 2020 a littéralement pulvériser la pop culture. Les gamins n'ont pas de repères culturels, de marqueurs forts de cette époque. Par exemple, tout ce qui cartonne aujourd'hui sont des vestiges des années 2010 et 2000. Par exemple, on continue de parler de The Last of Us parce que on a eu des remasters de The Last of Us, alors que The Last of Us date de 2013, 2019, 2020. Surtout 2013, même chose pour d'autres, John Wick par exemple, sorti dans les années 2010, il y a eu je sais pas combien de reboots, The Walking Dead, il y a eu des tas de reboots alors que c'est une série qui date de 2010, vous voyez bien que dans cette génération, dans cette époque, on vit une des pires époques du point de vue pop culturel parce que on ne fait que surfer sur les vestiges. C'est une espèce c'est de l'anthropophagie ou je sais pas quoi. C'est on dévore les cadavres on fait ressortir les cadavres des générations précédentes pour essayer de refaire du neuf sur du vieux. Et ça marche pas comme ça. Il faut créer sa propre identité, son propre mythe, sa propre mythologie. Et un gars comme Snyder a lui aussi plié les gaules et lâché l'affaire parce que on a eu son Army of the Dead. Alors que si on compare Army of the Dead avec son L'Armée des Morts, Dawn of the Dead, son remake. Eh bien, par exemple, Dawn of the Dead, L'Armée des Morts, c'est un remake d'un film des années 70, sauf qu'il a été correctement revisité. Et la force comme j'ai dit, de l'Armée des Morts, c'est qu'on a affaire à des personnages dont on peut s'identifier. Il n'y a pas plus beau et puissant que les personnages dans lequel on peut s'identifier. Or, dans Army of the Dead, on peut s'identifier à personne, car les personnages principaux, c'est des mecs des forces spéciales, des super agents surentraînés ou je sais pas quoi. Personne peut s'identifier à eux, d'autant plus que ces personnages sont traités un petit peu comme des drama queens, surtout le héros, Dave Bautista, qui est pourtant très bon en acting, mais là, il est mis en avant comme un colosse qui a une fragilité, qui est touché, qui pleure, qui chiale, mais... Oh, pitié. Et les personnages qu'on met en avant, les autres, sont tous indigestes au possible. Et je ne parle même pas de la pauvreté scénaristique, avec des clichés éculés depuis longtemps, avec je pourrais critiquer Army of the Dead pendant des heures, tout comme je pourrais dire du bien de Dawn of the Dead pendant des heures. L'Armée des Morts. Donc on a eu Army of the Dead, qui est un film vraiment gênant, qu'on a tous oublié, et Snyder, là c'est là que j'ai compris qu'il était perdu pour de bon, c'est quand il a tourné, il nous a proposé son Rebel Moon, un des pires films jamais produits, et je ne comprends pas que des gens le soutiennent, parce que c'est une espèce de mixture, une espèce de combo de ce qui se faisait de mieux. Justement, Rebel Moon, j'ai envie de dire que c'est le film typique des années 2020, c'est-à-dire que on reprend tout ce qui a déjà été fait, donc c'est un mix de Star Wars, de Il était une fois dans l'Ouest, d'Harry Potter, il y a tout dans ce film, c'est un remake, c'est un remake foireux et coplus de ce qu'on a déjà vu, ça touche un petit peu à Star Wars, à John Carter aussi un petit peu, j'ai l'impression avec ce film d'avoir c'est une sensation, un sentiment de déjà vu, quoi, avec des dialogues complètement lunaires, des personnages complètement pétés, et
tout est mauvais dans ce film, enfin tout est mauvais dans ce truc, et la version longue pour moi n'arrange absolument rien, ces films étaient une épreuve, le 2 est encore pire que le premier, c'est quand même très fort, donc Snyder on l'a malheureusement perdu, et je pense que bah, maintenant il en a marre, quoi. Il arrive à 60 ans, c'est un père de famille nombreuse, il a pas eu le succès qu'il aurait dû avoir, et il a dû lâcher l'affaire, quoi. Le mec bon, il a du pognon bien sûr, hein, parce que bon il a eu du succès, mais pas autant qu'il aurait dû avoir, tous ses films auraient dû pour moi je pense dépasser, tous ses films auraient dû dépasser le milliard, je rappelle que son Watchmen a été malheureusement un bide, enfin il a cartonné mais juste ce qu'il faut. Son Man of Steel a cartonné, mais pas autant qu'il aurait dû, même chose pour Batman vs Superman, je pense que ce gars il a eu du succès, mais pas autant qu'il méritait. Et donc là on l'a perdu et je pense qu'il a pas envie de s'emmerder à refaire de grands films comme il faisait avant parce que c'est plus dans l'époque, c'est dépassé, et puis mine de rien, les cinéastes qui vieillissent, généralement, c'est pas tip top, quoi. On l'a bien vu avec Martin Scorsese, on l'a vu avec Francis Ford Coppola avec son Megalopolis. Enfin, quand vous vieillissez, au bout d'un moment, vous avez plus la même niaque, vous avez plus la même énergie. Dans les années 2010, Snyder, il voulait s'imposer, proposer sa vision, et encore aujourd'hui, la plupart de ses films proposent des scènes qui sont de véritables wallpapers. Donc quand j'entends certains me dire que Batman Batman 2025 est plus beau visuellement que Man of Steel et Batman vs Superman, mais c'est du mensonge, et du mensonge qui est calculé. On dit, ces gens-là disent ça uniquement pour provoquer et pour créer l'énervement. Regardez ces plans, enfin, par exemple, dans Superman 2025, les seuls plans dont je me rappelle, c'est celui-là, et c'est tout. Le reste, c'est moche, quoi, c'est très moche. C'est comme The Flash 2023, de toute façon, c'est la même équipe, hein, tout ça. Ce film incarne parfaitement son époque, une époque de médiocrité, de politiquement correct, pardon, donc une époque sans prise de risque, sans intelligence, et ne me lancez pas, certains dans les commentaires, ceux qui vont me dire « Oui, mais au moins le film, il dénonce ce qui se passe en Palestine, Israël, tout ça. » Non, c'est pas vrai. On voit quoi dans le film ? On voit des méchants Russes contre des Arabes qui veulent traverser une frontière. Il y a rien qui rappelle Israël, Palestine, que dalle. Et, c'est... Je vois la caricature du mec, c'est pas du tout un dirigeant israélien, c'est juste un slave typique avec ses cheveux, là on dirait un savant fou. C'est de la fausse, quand on a vu Watchmen, on peut pas se rabaisser à ce genre de film, on peut pas se dire non, attends, on peut pas dire Superman 2025 est politique et Watchmen n'est pas politique, c'est tout le contraire, Watchmen était beaucoup trop en avance, j'ai pas d'autre choix que d'affiler les deux, les comparer, parce que du point de vue maturité, du point de vue message politique, on est dans deux mondes différents, deux galaxies différentes, et j'ai même pas envie de discuter avec ceux qui me vendent le discours politique de Superman, non les gars, désolé, c'est de la politique pour enfants, ça, alors que Watchmen c'est de la politique pour adultes, et je rappelle que j'ai vu ce film quand j'étais ado, quoi, donc, et pourtant déjà j'étais impressionné par le discours, quoi. Et même si j'avais 10 ans, enfin si j'avais vu Superman 2025 à 10 ans, je suis sûr que je n'aurais pas aimé. Et pourtant, croyez-moi, à 10 piges, j'étais pas une lumière, hein, et je le suis toujours pas d'ailleurs, dans un sens. Donc voilà, j'ai fini mon arc sur Snyder. Et écoutez, en tout cas, j'invite les jeunes à voir ou revoir des films comme L'Armée des Morts et 300, des films qui mettent en avant des valeurs comme le courage, le désir de protéger sa terre, son peuple, ses frères, sa famille, c'est vraiment que des valeurs saines, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on en parle encore de ces films, et regardez, ne serait-ce que visuellement, je veux dire, rappelez-vous que, regardez ce poster de 300 que j'ai mis là, je l'ai mis parce qu'il est vraiment très beau, Feel the Wrath, ressentez la colère, vous regardez ce film qui a été tourné en 2006, il n'a pas vieilli, il a 20 ans, il est toujours aussi propre, alors que pourtant, ça a été tourné avec des plastiques, des décors en plastique, des acteurs sous stéro, il n'y a pas plus artificiel du point de vue de la mise en scène, mais du point de vue du discours, il n'y a rien de plus profond. Bon voilà, quoi, j'ai fini mon arc sur Snyder, également je pourrais parler brièvement de... je vais parler de Man of Steel et Batman vs Superman, parce que ça y est, c'est le moment, donc Man of Steel, alors, du point de vue photographie, je peux comprendre que certains soient rebutés parce que c'est c'est très froid, très gris. Ça rappelle un petit peu pour le coup la mise en scène de Christopher Nolan, sauf que la différence entre Snyder et Nolan, c'est que Snyder sait mettre de l'émotion, il sait mettre de la vie. Par exemple, la mise en scène de Nolan, c'est très géométrique, très architectural, c'est-à-dire des bâtiments droits, on a l'impression qu'il n'y a pas un déchet qui traîne par terre. Quand on voit son Gotham, surtout de The Dark Knight et Rises, c'est des villes américaines lambda, il n'y a pas de graffiti sur les murs, il n'y a pas de de clodo qui traîne sur le bord des routes, il n'y a rien qui sonne authentique. Alors que chez Snyder, vous prenez son Watchmen, et son Watchmen, surtout, là pour le coup, c'est un Nolan augmenté, un Nolan avec de la vie, quoi. C'est-à-dire que c'est brillant visuellement, il y a une vision, sauf qu'il y a des détails, avec des affiches, des posters sur les murs, genre par exemple, un truc qui me terrifiait dans Watchmen, c'est qu'à un moment, il y a une scène, rappelez-vous, quand le hibou et Spectre Soyeux, ils défoncent des lascars dans la rue,
sur les murs, il y a des posters, on en voit un, c'est la famine en Afrique en 3D. Genre, en gros, vous explorez la famine africaine, l'horreur de ce qui se passe là-bas dans les périodes de famine, mais avec des lunettes 3D, comme ça dans les années 80, vous savez, les lunettes un peu comme on avait à l'époque dans les magazines, les lunettes rouges et vertes, là. Et donc, la vision dystopique du truc, quoi. C'était genre, vous visitez un spectacle de mort, un charnier à ciel ouvert, avec des lunettes en 3D, quoi. Terrifiant, quoi. C'est ce qui rendait le film vraiment angoissant, lourd, déprimant, désespérant au niveau de l'ambiance. Et donc c'était pour moi un Nolan avec du talent, et son Man of Steel pour le coup s'approche plus du style de Nolan, notamment sur The Dark Knight, donc un style plus froid, plus épuré, mais avec toujours cette vie, parce qu'il y a des scènes vraiment qui sont visuellement beaucoup plus riches et beaucoup plus, émotionnellement marqué, par exemple le passage où on voit Clark Kent, Superman dans la flotte, qui est en train de léviter avec les baleines, la baleine avec son bébé baleine là qui pousse son cri, c'est sublime ça, le plan où on voit justement juste après ce passage où Superman sort de la flotte là, super stokos, là, pareil ce passage à l'époque, quand en 2013, regarde, on était tous émerveillés par la plastique de Cavill, parce que c'était l'époque où les mecs musclés revenaient à la mode, c'était à la mode dans les années 80 avec les Stallone, Schwarzenegger, ça c'était un petit peu tombé en désuétude dans les années 90, où les mecs revenaient avec des physiques normaux comme il s'appelle, Bruce Willis, qui était déjà bien gaulé mais qui avait un physique de mec normal, on pouvait s'identifier à lui, calvitie, stock mais avec un petit peu de gras, c'était pas un bodybuilder quoi. Et c'est dans les années 2010 où on a revu les c'est Stallone notamment qui a relancé ça avec Expandables, où on voyait des mecs super stokos avec des abdos, des gros pecs, des grosses épaules, et quand on avait vu Cavill sortir de la flotte avec son physique et tout, sans pour autant qu'il soit taillé vraiment ultra sec comme il était par exemple dans Les Immortels, c'était inspirant pour les jeunes parce qu'à l'époque c'était la muscu revenait à la mode avec les Thibaut InShape, tout ça vraiment en 2012, 2013, 2014, la muscu c'était un truc de dingue. Jusqu'à ce que ça devienne has-been dans les années 2016-2017. En tout cas, aujourd'hui j'en parle même pas, quoi. C'est la muscu maintenant, c'est devenu un truc lambda que tout le monde fait, alors que vraiment dans les années 2010 c'était un truc qui était révolutionnaire. Bref. Ce passage, on le voit sortir de la flotte et il récupère des fringues. On voit les gouttes de flotte qui tombent dans le seau avec les pinces à linge en bois, c'est très épuré au niveau de la couleur, mais c'est visuellement magnifique, quoi. Il y a une âme là-dedans. Et ce qui est beau d'ailleurs, c'est la musique par-dessus dans cette scène, la scène où il sort de la flotte, là, la musique de Chris Cornell, Season, que je vous recommande, vraiment une des plus belles musiques qui a été produite à cette époque, le regretté Chris Cornell, qui avait fait le son You Know My Name du générique inoubliable de Casino Royale. Je mentionnerai jamais assez Chris Cornell pour son talent et son talent juste intemporel. En tout cas, Man of Steel, du point de vue visuel, c'est magnifique, même si je reconnais que, oui, effectivement, ça rebute certains de par cette froideur, mais il y a d'autres plans comme celui-là. Il n'y a que des plans magnifiques dans Man of Steel. Et c'est une raison pour laquelle on s'en rappelle encore maintenant. Et pour un film de 2013, au niveau des effets spéciaux, ça n'a pas tant vieilli que ça. Alors ok, le passage, on le voit avec les flammes et tout. Bon, ok, c'est un petit peu vieilli, mais on voulait qu'on compare vraiment avec The Flash, avec Superman 2025. Non, c'est Superman 2025 d'ailleurs trichait beaucoup avec des plans qui se passaient dans le noir, notamment quand il est dans l'espèce d'univers bizarre. Superman entre deux moments où il se fait défoncer, parce que contrairement au Superman de 2025, le Superman de Man of Steel, c'est un vrai Chad, c'est un mec qui défonce tout, il est super stock, et c'est pas une victime lui, contrairement à celui de 2025. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on retiendra Henry Cavill, parce que quoi qu'en dise l'idéologie, l'âme d'enfant, elle reste. Et les enfants, les jeunes, les moins jeunes, ils veulent voir des mecs solides, des mecs inspirants. Et le David Commonwealth ou je sais pas quoi, il restera jamais dans l'histoire, parce que il se fait bolos. Alors que on retiendra, par exemple, Pattinson, beaucoup détestent Pattinson, parce que Pattinson, voilà, il est un peu identifié comme un éternel ado, Twilight, tout ça, mais ses détracteurs le respectent, parce qu'au moins dans The Batman, il défonce tout le monde. Il met des pains dans la gueule à chaque méchant, il est prêt à soulever des flics, il soulève tout le monde, quoi. Et le mec, il se passe pas un moment où il se bat pas, quoi. Et c'est pour ça que The Batman est respecté, parce que Pattinson ne se laisse pas faire. C'est un mec qui se défend, donc il est respectable pour ça. Les hommes, comme les femmes, respectent les guerriers, jamais les victimes. On peut avoir de la compassion pour eux, mais on peut pas avoir de respect. Et donc, Man of Steel est pour moi très bon, aussi bien au niveau de la forme que du fond, parce qu'on a un film qui fait réfléchir, qui est très beau, même au niveau de l'émotionnel. J'admets avoir quasi pleuré pour la scène avec quand il perd son père, Kevin Costner, la scène où il lui dit « Ne viens pas mon fils, me sauve pas ». Alors ça, c'est moqué par beaucoup de détracteurs de Snyder, les mecs, c'est pour vous dire à quel point ils sont vraiment, immoraux sur pas mal de plans, c'est que les mecs, ils rigolent du fait que le père se sacrifie et refuse que son fils s'affiche aux yeux du monde, parce que,
on peut trouver ça stupide, mais comment dire, du point de vue symbolique, alors c'est souvent d'ailleurs ceux qui parlent de symbolique à tort et à travers tout le temps non-stop, mais par contre ça, non, le symbolique, ah non, on n'en veut pas, quoi, parce que c'est Snyder. Ça aurait été Scorsese ou alors, je sais pas, Nolan qui aurait fait cette scène, tout le monde aurait crié au génie, mais comme c'est Snyder, on refuse de dire que c'est beau, on refuse de dire que c'est bien. Or, cette scène où on voit Kevin Costner qui se sacrifie, avec ce plan où on voit la tornade qui l'emmène, sans qu'il se fasse embarquer, vous savez, il bouge pas, et la tornade vient, l'emmène avec la musique par-dessus, et puis le cri de désespoir de Kent. Parce qu'en fait, Kent, à ce moment-là, enfin, Superman est un humain. Il est pas un héros, il est, comment dire, éduqué pour rester normal, pour ne pas justement être... Parce que ça qui est beau, et je pense que d'ailleurs, certains reprochent ça à Snyder, c'est que Man of Steel, c'est justement un film tout sauf réac, car il montre la méchanceté des gens, la méchanceté du genre humain. Typiquement le genre de méchanceté qui est palpable chez les anti-Snyder, parce que on ressent cette espèce de méchanceté propre aux gamins, vous savez, qui se moquaient des plus faibles, qui se moquaient des autres. Et Snyder a montré ça dans son Man of Steel. Vous savez, le gamin qui s'isole dans le placard à balai, et tous les gamins qui rigolent en mode « Oh, il est bizarre, il est étrange, machin ». Et ça, un petit peu, j'ai envie de dire que c'est le miroir inversé des anti-Snyder, quoi. C'est-à-dire que ceux qui jugent les autres, et qui bien sûr, se mettent en avant comme des parangons de vertu, quoi. Alors que, finalement, ce sont uniquement des gens qui aiment se moquer des autres, hein, qui jouissent de la douleur, qui aiment bien voir les autres souffrir parce que ça leur permet d'oublier leurs conditions de petits vicelards, de balance, de donneuses, etc. Et Snyder a montré cette réalité, le genre humain, quoi, et ce qu'il y a de pire dans le genre humain. Les balances, les hypocrites, tout ça. Et donc, c'est le fait que le père adoptif, d'ailleurs c'est très beau cette scène quand on voit le gamin Clark Kent dire quand il est gosse à Kevin Costner, ah ouais mais je suis pas ton fils, quoi, je sais pas quoi, puis t'as Costner qui fait mais tu es mon fils, mais c'est magnifique ce passage, moi j'ai presque envie de chialer, quoi, surtout avec la voix originale où on sent le timbre de voix de Costner qui fait You are my son, c'est magnifique, c'est vraiment très beau. Et de toute façon tous les relationnels qu'on a, toutes les scènes avec Kevin Costner sont inoubliables dans Man of Steel, et donc je ne laisserai personne me dire que cette scène est ridicule quand on voit Costner mourir, enfin le père, où ils sont embarqués par la tornade, parce que c'est du symbolique, c'est beau, c'est puissant, et ça vous, je veux dire, moi je pense qu'il ne faut pas avoir d'âme pour ne pas ressentir quelque chose d'émotionnel devant cette scène. Alors après, ça dépend dans quelle configuration on la regarde, je sais pas, si vous regardez le film un petit peu pendant que vous jouez à la console, bon, oui, vous pouvez pas être dedans, mais si vous êtes devant un grand écran, que vous êtes plongé dedans et que vous adhérez un minimum à l'histoire, vous êtes forcément sensibilisé, vous êtes forcément touché par cette scène. Donc pour moi c'est une scène que je défendrai toujours, et je comprends les gens qui n'aiment pas cette scène parce que c'est trop symbolique, c'est trop beau, c'est trop puissant, et c'est trop révélateur justement de l'humanité, parce que son père ne voulait pas que les gens voient à quel point il est puissant, parce que il aurait été rejeté. C'est un petit peu, il pense comme le père biologique de Superman. Ça qui est beau, c'est que c'est vraiment les personnages cherchent à protéger Clark, enfin Superman. Non pas, ils cherchent pas à l'infantiliser, ils cherchent pas à le brider, ils cherchent pas, on va dire, à l'étouffer. Non, ils cherchent juste à le mettre en garde du genre humain qui est, pas spécialement... il y a du bon chez nous, mais il y a aussi du mauvais. C'est... bref, en tout cas, du point de vue visuel déjà, écoutez, on adhère ou on n'adhère pas, mais on ne peut pas dire que c'est moche, parce que tous les plans sont beaux, c'est très recherché, c'est Snyderien, tout simplement. Et d'ailleurs, ça qui est beau, c'est que Man of Steel est à des années-lumière de Watchmen du point de vue de la mise en scène. C'est pas aussi riche, c'est pas aussi coloré, c'est pas aussi chaleureux, c'est pas aussi crade, parce que vraiment, Watchmen, c'est sale, hein, c'est moche, les rues sont montrées on est dans les bas-fonds, quoi. On est dans les hautes sphères, on est dans les bas-fonds, on est dans la rue, avec les journaux, vous savez, qui se font envoler par les vents, la fumée qui sort des bouches d'égout, les clodos, les tox, les lascars, c'est vraiment hardcore, hein. D'ailleurs, en plus, on est dans les années 80, donc une période de crise, la guerre froide, c'est une espèce du chronique qui a été revisité, et les années 80, c'était pas drôle, hein. Et d'ailleurs, je vous recommande de mater ce film, c'était une covoitureuse qui me l'avait conseillé, Precious, un film qui met en scène une noire obèse qui vit un enfer. Donc en gros, elle a été abusée par son père, elle est tombée enceinte 2 fois par son père, elle est dans un lycée absolument horrible, sa mère lui fait bouffer que des trucs caloriques pour qu'elle grossisse, au lycée bien sûr, évidemment, personne ne la calcule, mais c'est atroce ce film, c'est monstrueux, et les années 80 c'était horrible, vous savez, l'arrivée du sida, la crise économique de l'époque, parce que vraiment, on pense que les années 80 c'est une époque faste, tout ça, parce que on pense à American Psycho, quoi, les grands, les boursicoteurs, à Wall Street, on pense à ces mecs-là, mais pour la majorité des gens,
les années 80, c'était une période d'austérité, ça ne rigolait pas. Surtout aux États-Unis où il y avait beaucoup de pauvres, les drogues dans les rues, c'était vraiment vénère. On n'était plus dans les années 60, l'insouciance des années hippies, tout ça. On était dans une période ultra capitaliste, ultra vénère, et ça se ressent, quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs que les films de l'époque, les années 80 étaient très très cool. On proposait beaucoup de films des comédies musicales, des films d'ados, tout ça pour faire oublier à quel point la vie était dure. C'est pour ça certains expliquent que les années 80 c'était génial, mais oui, ceux qui avaient réussi dans les années 80, mais les autres, ceux qui étaient sur le carreau, c'était pas des années rigolotes du tout, c'était pas vraiment fun. Donc c'est pour ça qu'on avait beaucoup de films sur les ados à l'époque, pour faire oublier la réalité sociale et la dureté de la vie. C'est souvent les films sont révélateurs de l'époque en question. Et je pense que les années 2020, bah, comme socialement c'est pas vraiment fun pour beaucoup, eh bien les films sont très polissés pour faire oublier le dumping social, comment dire, l'inflation, tous les trucs qui touchent les gens qui sont les moins privilégiés, quoi. Donc, du point de vue visuel, excusez-moi, Man of Steel, j'ai rien à redire, même si je n'accroche pas spécialement à cette approche très, très, très froide, mais on reconnaît justement la patte de Snyder, ils sont toute son âme. Henry Cavill est juste parfait, c'était le rôle de sa vie, c'est un rôle qu'il aurait dû enchaîner, il aurait dû avoir d'autres films centrés sur lui, et en fait, ce qui aurait dû se passer, c'est maximum 3 Man of Steel, une trilogie, avec jusqu'à Henry Cavill, jusqu'à ses 35-40 ans, il aurait été parfait, et on aurait dû avoir 3 Batman avec Ben Affleck, 3 Batman solo, 3 Man of Steel solo, jusqu'à une ultime confrontation. Et pas un bail en accéléré, ça aurait été beaucoup mieux, et avec Batman vs Superman, qui est très bon, que je considère très bon, notamment la version longue, surtout la version longue, enfin que la version longue, mais on aurait pu avoir encore mieux, plus puissant, plus grandiose, et donc visuellement c'est nickel, jeu d'acteur très bon, même si, au début j'accrochais pas spécialement Henry Cavill, mais j'ai été forcé d'admettre qu'il était parfait, parce que Henry Cavill, c'est pas spécialement un grand acteur, parce qu'il n'a pas eu la chance qu'il aurait dû avoir, il n'a pas eu les rôles qu'il aurait dû avoir, hein, le pauvre Man of Steel, boum, ça c'est parti n'importe comment, il a tourné dans The Witcher, on a vu comment ça a fini, après il a enchaîné les bides, notamment via le ministre de la Sale Guerre ou je sais pas quoi, il aurait dû avoir beaucoup mieux. Et ce que j'aime chez Cavill, c'est que ce gars-là est un ultimate Chad, ultra beau gosse, à chaque fois qu'il arrive dans une pièce, t'as toutes les meufs qui sont à fond sur lui, tous les mecs, son admiration, mais la force de Cavill, c'est que c'est un Chad, beau gosse, super stock machin, mais si vous regardez bien, il a toujours été humble, ça a jamais été une grande gueule, ça a jamais été un mec qui a cherché à écraser les autres, il a beau être un colosse, BG tout ce que vous voulez, quand il arrive dans une pièce, il est poli, il se met pas il est pas trop effacé, mais il se met pas trop en avant non plus, il est là, tout simplement, et il a su capter l'attention et le respect de tout le monde. Du côté des femmes, naturellement, mais du côté des hommes. Généralement, c'est l'un ou l'autre. Les acteurs, c'est où ils plaisent aux femmes ou aux mecs. Et bien lui, il a réussi à plaire aux deux. Aux hommes comme aux femmes. Stallone, il plaît aux mecs, il plaît pas aux meufs. Comme il s'appelle Pattinson, il plaît principalement qu'aux meufs et pratiquement pas aux gars. Alors que Cavill, lui, il match du côté des deux, quoi. Il est physiquement inspirant pour les hommes et rassurant pour les femmes. Et en plus, il a cette vibe, ce comportement de mec cool, de mec super sympa, sans pour autant être un hystérique ni rien. Il a ce flegme anglais et en même temps ce côté relax, chill à l'américaine. Bref, j'adore ce mec, et comme tout le monde de toute façon en fait. Et même si je le considère pas spécialement comme un grand acteur, du point de vue humain, on sent que c'est un bon gars. Ça se sent, ça se voit, et le personnage en fait lui collera la peau jusqu'à la fin de ses jours. Et pour moi, c'est le Superman ultime. Désolé, ceux qui vont me dire « Oui, mais il est pas fidèle aux comics », arrêtez. Les gars, arrêtez ça, parce que le premier comics oui, c'est ça, quand on parle de fidélité aux comics, de quel comics on parle? Celui des années 30, celui qui a presque 100 ans, vous êtes sérieux, vous allez oser la comparaison, mais personne voudrait un Superman des années 30, on l'a bien vu avec Superman Returns, Bryan Singer a voulu faire un Superman vintage, à l'ancienne, ça a été un échec total, donc qu'on arrête avec ça, la fidélité aux comics, puis de quelle fidélité on parle? Des comics Superman, c'est comme Batman, on en a eu des milliers, il y a 100 ans quasiment de comics Superman. Et surtout ceux qui osent me dire oui mais c'est pas fidèle aux comics, ils n'ont pas lu un seul comics. Arrêtez d'être dans la pause, arrêtez d'être dans la surintellectualisation, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Ce Superman parle très bien à son époque, et cette époque est intemporelle. Le Superman de 2025, il ne parle à personne, déjà, de par le fait qu'il a le slip par-dessus le pantalon. Snyder a eu l'intelligence de le mettre en dessous, enfin c'est du bon sens, quoi. Et ce Superman est juste parfait. Même si le film a des défauts, mais des défauts qui sont explicables. Par exemple, un truc qui m'a fait halluciner, qui m'a toujours fait bugger dans ce film, c'est l'intro qui est extrêmement longue, qui dure 30 minutes, l'intro sur Krypton, où on voit le monde de Krypton avec les officiels, les gens, les parents de Clark Kent, de Superman.
de Kal-El, tout ça, avec l'excellentissime Michael Shannon, qui est très bon dans un rôle de méchant, dans le rôle de Zod, vraiment très grand acteur, hein, qui a été extrêmement bien casté pour le coup, hein, très bon. Puis moi, j'avoue prendre parti pour Zod, parce que le mec, il défend son peuple, il défend sa planète, et voilà, il défonce tous les officiels, tous les rois qu'on laissait faire, qu'on laissait couler, qu'on laissait le royaume crever, parce que les mecs, ils vivaient très bien dans leur coin, et lui, le mec, il s'intéressait vraiment à son peuple, quoi, il voulait le sauver. Donc c'est vraiment un méchant qui mérite pas son titre de méchant. Il était un peu dur, oui, mais le mec, s'ils avaient pas fait les cons, je veux dire, s'ils avaient pas foutu leur planète en l'air, le mec aurait pas été aussi extrême. Donc, on a la scène de 30 minutes où on voit Russell Crowe qui joue le père, tout ça, c'est... moi, j'ai pas trop accroché, mais Snyder a eu les balls de le faire, il a eu les couilles de montrer, je veux dire, un Krypton avec son monde, ses créatures, c'est original, avec ses plans de caméra qui avancent, qui reculent, tout ça. Et après, c'est quand on arrive sur Terre, c'est des flashbacks, hein, on voit Superman grand, petit, machin. J'accroche pas aux flashbacks en général, mais là... ça match, c'est marquant, et à côté de ça, on peut noter la musique qui est très bonne, la Lois Lane qui est très bien castée. J'adore Amy Adams, de toute façon, comment ne pas craquer pour sa bouille. Je comprends pas comment on peut kiffer la Lois du nouveau Superman et au détriment de la Lois Lane, enfin la Amy Adams de Man of Steel, parce que c'est deux meufs complètement différentes, quoi. D'un côté, on a une femme attachante, maternelle, Amy Adams a un côté maman au niveau du visage. Elle est féminine, maman, sexy, elle a toutes les qualités, en plus de son côté acting, alors que la Lois Lane de ce Superman, elle est froide, elle est sèche, je veux dire, moi, elle me fait pas du tout, j'ai juste l'impression de voir une DRH de boîte intérim qui cherche des esclaves pour bosser sur des missions risquées ou je sais pas quoi. Franchement, je ressens aucune affinité, je ressens aucune humanité chez elle, quoi, contrairement à la Lois Lane de Man of Steel. Snyder a pas cherché ici à en faire une executive woman, c'est un personnage qui est attachant, qui est touchant, qui est beau, qui est puissant également, et qui fait, on va dire, corps et âme avec l'univers en général. Donc Man of Steel, même si je ne l'ai pas surkiffé, je le considère comme un quasi chef-d'œuvre, je lui mets un 8 sur 10 honnêtement, même si je ne suis pas fan, mais je retiens, il y a des tas de scènes dont je me rappelle encore maintenant, alors que je l'ai vu une seule fois, je l'ai revu dernièrement bien sûr, mais je l'ai vu que 2 fois, quand je l'ai revu, je me rappelais de tout en fait. Je me rappelais le passage où il est avec les menottes, là où il pète les menottes, où il se ramène devant le miroir. Je me suis rappelé de ce plan avec Lois Lane quand ils sont tous les deux dans le désert. Je me suis rappelé des scènes de combat dans la petite ville, tout ça. Je me suis rappelé de tout, quand il pète la nuque de Zod, quand il hurle, la scène finale, quand il est avec son petit vélo, qui se ramène au Daily Planet. C'était puissant, beau, du vrai cinéma. Man of Steel, c'est du vrai cinéma, et un copain m'a dit que a priori Man of Steel c'est le Blu-ray qui a été le plus vendu en France. Bon, petite anecdote inutile mais qui est intéressante. Et donc voilà, je ne comprends pas les gens qui descendent Man of Steel. Je pense que c'est une question de posture, une question d'époque, une question de pédance aussi, sans mode Man of Steel. Ça me rappelle un petit peu les débats, vous savez, de cinéphiles qui ne jurent que par la nouvelle vague ou les trucs comme ça. Et donc c'est de la posture, simplement, c'est de la posture de gens qui se prétendent cinéphiles mais qui en réalité ne comprennent absolument rien au cinéma, parce que le cinéma c'est avant tout une histoire d'émotion, une histoire de passion, une histoire d'humanité. Et c'est, c'est pas de la pause, c'est pas du baratin, c'est quelque chose qui est censé nous transporter. Et Man of Steel nous transportait. Enfin, il m'a transporté, même si je ne suis pas fan ni de Superman, ni de tout ça en général. Et aussi, ce qui est beau, c'est que Snyder nous a proposé une vision adulte, mais pas pour autant hyper mature. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de mecs qui crèvent, directement. C'est beaucoup plus... c'est chill par rapport à Watchmen. En conclusion, la force de Man of Steel, c'est de replanter les racines d'un mythe antique dans un monde moderne. Zack Snyder ne filme pas un super-héros, il filme un dieu en exil, un messie tombé du ciel, porteur d'un héritage perdu et d'une puissance qu'il ne comprend pas encore. Kal-El, c'est pas simplement Clark Kent, il est l'enfant d'un monde mort, le dernier espoir d'une civilisation disparue, envoyé sur Terre comme un nouvel Adam, ou alors une sorte de Christ en acier. Tout dans le film est construit comme une parabole, la naissance naturelle de Kal-El sur Krypton, avec un système finalement eugéniste qui a renoncé au libre arbitre. Tout ça aura fait de lui une anomalie, une singularité, un porteur de choix dans un univers déterminé. Il est le fruit du chaos dans une société de l'ordre absolu. Déjà là, Snyder injecte un discours profond sur le destin, la liberté et la rébellion contre les structures figées. Sur Terre, il devient un mythe ambulant, traqué, incompris et surtout dans une certaine forme de solitude. Mettez-vous à sa place, l'homme surpuissant machin, un gosse surpuissant au milieu de tout... compliqué, quoi. Et quand l'ennemi arrive, Zod, c'est un vrai choc des civilisations. Le duel entre Kal-El et Zod, c'est pas juste un punch numérique, c'est le combat entre la possibilité d'un monde libre et l'obsession du contrôle total. Kal-El, Superman, il aura choisi les hommes.
C'est ça aussi qui est beau dans Man of Steel, c'est que il aime l'homme, il aime l'humanité. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, il est autant populaire. Le personnage que l'on voit, contrairement à celui qu'on a vu dans le Superman de 2025, eh bien, c'est un Superman qui aime l'humanité, qui aime l'homme dans ce qu'il est, et, c'est une figure positive, qui cherche à aller vers le bon. Ok, il a conscience que tous les humains ne sont pas parfaits, mais il mérite quand même qu'on se batte pour eux. En choisissant les hommes, il accepte de tuer pour la première fois. Il sacrifie une partie de son innocence pour protéger un peuple qu'il ne l'a même pas encore accepté. Snyder le filme comme une figure christique, mais aussi comme Prométhée. Il vole la puissance d'un monde ancien et disparu pour l'offrir à l'humanité. C'est ça Man of Steel, c'est une tragédie fondatrice, une naissance dans la douleur et le début d'un parcours messianique qui ne cherche pas à plaire, mais à interroger. Qui sommes-nous face à un sauveur? Est-ce que nous allons le suivre ou le crucifier? Donc voilà globalement ce que je pense de ce Man of Steel, et j'ai oublié de parler de la musique qui est exceptionnelle, vraiment la bande son, je me souviens plus, je crois que c'est Hans Zimmer, je sais plus si c'est Hans Zimmer ou un autre, désolé, j'ai pas révisé mes fiches, c'est que de l'impro, désolé, mais en tout cas la musique est exceptionnelle, même si le thème peut être parfois un petit peu redondant, mais je sais qu'à l'époque, tout le monde kiffait la bande son, et encore aujourd'hui, elle est, comme le reste du film, intemporelle. Voilà mon avis globalement sur Man of Steel. Partagez-moi le vôtre. Allez, maintenant il est temps qu'on parle de Batman vs Superman, un film que je préfère largement par rapport à Man of Steel, parce que je préfère Batman. Comme tout le monde, tout le monde kiffe Batman, parce que Batman est humain, on peut s'identifier à lui même si c'est un milliardaire, même si c'est un mec qui est super fort, etc. On s'identifie à lui parce que, déjà le Batman de ce Man of Steel est en réalité bien plus profond que ce qu'on aura vu dans le Batman de Nolan, qui pour moi est très surcoté. Là, on a affaire à une autre forme de Batman, un Batman vieillissant, torturé, et profondément humain, quoi. Et, ce film est complètement dingue. Quand je l'ai vu au cinéma, c'était une folie. Et, pour moi, du point de vue visuel, il est aussi abouti que Man of Steel. Et contrairement à Man of Steel, Batman vs Superman propose des scènes qui sont dignes de films d'horreur. Notamment le face-à-face entre Batman et Superman. Mais regardez cette scène, regardez ce plan, quoi. Enfin, mais on dirait, on sait pas ce qui va se passer, quoi. On a l'impression qu'il va y avoir une boucherie ou un truc comme ça. Batman fait peur. D'ailleurs, remise dans le contexte, quand on a annoncé Ben Affleck dans le rôle de Batman, j'étais un des premiers à gueuler. Mais non, c'est scandaleux! Ben Affleck, c'est pas du tout ça! On préfère Christian Bale, ramenez-nous Christian Bale! Alors que maintenant, aujourd'hui, je peux plus le voir en peinture, Christian Bale en Batman. Enfin, j'aime trop Christian Bale pour l'aimer en Batman. Christian Bale est pour moi beaucoup trop talentueux pour un rôle pareil, enfin, du moins un rôle aussi. Enfin, chez Nolan, je trouve qu'il n'a pas donné le meilleur de lui-même, et j'assume ce que je dis, je sais que je prends des risques, mais quand j'ai entendu dire que Ben Affleck allait incarner Batman, on était tous furieux. On disait non, c'est pas possible. Et puis on a vu le premier teaser, on a juste vu une scène où on voit Ben Affleck. On s'est dit ah oui d'accord, en fait le mec il en impose, quoi. On le voit en train de regarder quelque chose, son costume terrifiant, qui rappelle un petit peu celui du jeu vidéo Arkham City, enfin Arkham Asylum, mais en plus dark, en plus violent, quoi, enfin en plus terrifiant. On sent le film d'horreur, il y a vraiment un gros potentiel horrifique dans ce trailer, quand on voit justement Batman en bas, avec ses yeux, enfin son espèce d'armure à l'Iron Man, et Superman qui est en l'air, qui le regarde, et c'est effrayant, quoi. Quand il demande do you bleed, est-ce que tu saignes, ça il faut que j'en parle, mais ça c'est pour après. Mais le teaser nous a calmés, quoi. Et puis est arrivée la première bande-annonce, on s'est dit ah oui d'accord, ce sera un chef-d'œuvre, ce sera une dinguerie, et ça a été effectivement une dinguerie. Le seul point négatif pour moi, c'est Jesse Eisenberg dans le rôle de Lex Luthor. Bon, il est toujours mieux pour moi que ce qu'on a vu dans le Superman 2025. Oui, j'assume, je préférais pour le coup Jesse Eisenberg à Nicolas Hoult, du moins en version originale. Parce qu'au moins on a affaire à un Lex Luthor qui est un peu jeune, fougueux, énervé, machin, et c'est vrai qu'avec sa voix, ça passe. En réalité, je m'aperçois que finalement, Jesse Eisenberg est un acteur extrêmement surcoté, je crois que finalement, son rôle dans Batman vs Superman, c'est peut-être un de ses meilleurs, parce que il est tellement décalé par rapport à ce qu'il est d'habitude, à savoir une espèce de geekos, il a toujours le même rôle dans Bienvenue à Zombieland, même dans Social Network. Là, il a su apporter un petit quelque chose, je trouve. En tout cas, même si je suis pas spécialement fan, en tout cas, la bande-annonce nous avait bien convaincus. Et je rappelle qu'il a pas perdu de temps, Snyder. Pour rappel, Man of Steel, sorti en 2013, Batman vs Superman, 2016. Il y a eu 3 ans entre les deux, et le mec, il a pas attendu, quoi. Et pourtant, c'est raccord, c'est même encore mieux. Et j'ai adoré, tout simplement. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle, avant que je vous parle du film, il faut qu'on parle de Batman en lui-même, de ce Batman de Snyder, parce qu'il y a trop de choses à dire. Le Batman de Zack Snyder, ce n'est pas un justicier, c'est une force post-traumatique, un mythe brisé. Quand on le découvre dans le film, il est déjà trop tard. Bruce Wayne a tout vu, tout perdu. Robin est mort. Pour rappel, on comprend que Robin, son frère d'armes, il est mort. Sans doute tué par le Joker, rappelez-vous de ce plan. Ça m'a glacé le sang, perso.
Le manoir de Wayne est en ruine et Gotham est gangréné depuis trop longtemps. Il ne croit plus en la justice, il ne croit plus en lui, il est devenu juge, bourreau, et dans un sens presque criminel. Et c'est pour ça qu'on le kiffe, parce que pour rappel, dans ce Batman vs Superman, Batman tue des mecs, il tue des méchants, il leur tire dessus, les fait exploser, leur plante des chlasses dans la clavicule, il les marque au fer rouge juste pour qu'ils se fassent suriner en cabane. Enfin, c'est pas un tendre, ce Batman-là. Alors, le Batman de The Batman, il est violent, il pète des gueules, mais le Batman de version Affleck, il bute des gens. Là, on est vraiment dans le Batman désabusé, qu'on a trop vu, qu'on a marre, qui fait plus de cadeaux. D'ailleurs, je tiens à dire quand même que pour le coup, que dans le film, la première apparition de Batman est un peu foirée quand on le voit en train de qui est dans le coin là avec son petit costume gris qui colle pas du tout avec le décor. J'ai trouvé ça un petit peu ridicule, j'avoue. Bon, au début ça m'avait impressionné, mais avec le recul je me dis bon, ils auraient pu me faire pour l'apparition de Batman, ça aurait été mieux de le faire apparaître dans le noir où il chope le flic, où il le balance contre un mur ou je sais pas quoi, ça aurait été sympa plutôt que de le mettre perché comme ils l'ont fait. Mais comment dire, il y a ça qui me dérange. Et puis quoi d'autre aussi, bah c'est ça principalement. Mais ce qui est pareil, scène puissante qu'on avait vu dans le trailer, c'est quand on voit Bruce Wayne, donc Ben Affleck, qui court vers le bâtiment qui s'effondre, donc le mec, le super chat qui a peur de rien, qui court vers le bâtiment avec la fumée qui avance. Mais ce plan est magnifique, c'est iconique. On n'a pas vu de plan comme ça dans la décennie 2020. C'est tellement porteur de force, c'est typiquement Snyder. Snyder, vraiment, il insuffle la force dans sa mise en scène, et c'est pour ça qu'il est détesté, justement, bah, je reviens à ça, c'est parce que il y a trop de puissance. Ah oui, autre défaut, c'est le Gotham de ce Batman vs Superman, c'est pas terrible, on n'a pas du tout affaire au même Gotham que dans The Batman, alors j'estime que le meilleur Gotham qu'on avait vu jusque-là, c'était le Gotham de Batman Begins. Il y a quelques plans intéressants, on voit les bas-fonds avec le métro qui est tagué, tout ça, c'était pas mal, mais par contre dans The Dark Knight et Rises, on est à New York, on est à Pittsburgh, enfin Chicago, y a rien de dingue, quoi, y a rien de ouf, et rien de travaillé surtout. On n'a pas de détritus, on n'a pas de posters, on n'a pas de clodo qui jonche le sol, on n'y croit pas une seule seconde. Il y a rien qui rappelle une ville en crise, gangrénée, en état de ruine, pas du tout. Dans The Batman, j'estime qu'on a affaire au meilleur Gotham, et d'ailleurs, petite anecdote, dans The Batman, tout a été tourné à Londres, c'était tourné en Angleterre, et pourtant on a l'impression effectivement d'être dans un Gotham à l'américaine, tout ça, et c'est pour moi, au niveau de la photographie, il n'y a rien de plus beau que le Gotham qui est montré dans plus beau et plus moche et plus déprimant, plus triste, plus effrayant que dans The Batman. Et bah, c'est ce qui fait défaut au Gotham versus Superman. On n'a pas affaire à un Gotham vraiment travaillé. Il n'y a pas beaucoup de scènes qui se déroulent dans Gotham à proprement parler. En tout cas, ce Batman est le reflet le plus sombre de notre époque. Il ne se bat pas pour l'espoir, mais par habitude, par rage, par culpabilité. Il tatoue ses ennemis, il les marque, il les torture, et pourtant il reste humain. Trop humain même, car ce que Snyder met en lumière, c'est une chute, une lente corruption morale d'un homme qui croyait pouvoir sauver le monde, seul, jusqu'à ce qu'il croise Superman. Face à Kal-El, Bruce projette toutes ses peurs, tous ses traumas, il voit un dieu, mais aussi une menace. Et c'est ça qui est génial, le choc que ressent Bruce Wayne quand il voit Superman en train de défoncer les bâtiments pendant une baston avec Zod. Ça c'est génial d'ailleurs, le fait qu'on revienne à Man of Steel parce qu'il y a une réalité physique, une réalité humaine. Quand les bâtiments s'effondrent, il y a des gens qui meurent, quoi. C'est pas comme dans un Marvel où les bâtiments se cassent la gueule, les gens survivent, ils sortent indemnes, il y a le héros qui les sauve au dernier moment. Enfin, c'est comme dans Superman qui sauve des écureuils pendant que... Voilà, c'est... Bref, d'ailleurs, c'est ça aussi qui est insupportable, c'est que vraiment, le Superman de 2025 prend son public pour des abrutis, parce que il montre les gens qui filment pendant un effondrement, je sais pas quoi. Alors oui, à la marge, certains feraient ça, mais pas tout le monde. Je peux vous garantir que si la majorité des gens, ils voient un effondrement, ils se cassent tout de suite, hein. Il y a un instinct de survie qui est toujours là, quoi. iPhone ou pas, au bout d'un moment, vous tirez, quoi. Donc c'est un peu en mode Superman, oh là là, vous avez vu, satire de notre époque, les gens sur leur téléphone, ouh, ça dénonce. Le duel entre Batman et Superman, ce n'est pas un combat de super-héros, c'est un choc de vision, l'homme contre le mythe, le désespoir contre la foi. Et quand Bruce comprend qu'il est devenu ce qu'il a toujours combattu, c'est une révélation, une rédemption. À travers Superman, il retrouve l'idée de sacrifice, d'espoir, de transmission. Snyder ne filme pas un Batman d'origine, il filme un Batman en fin de course, au bord de l'abîme, et c'est ce qui le rend unique. Ce n'est pas l'icône des comics, c'est l'écho de nos propres ténèbres. Un mythe qui s'effondrera pour mieux renaître, une version terminale d'un mythe qui devient le héros quand il n'y a plus d'espoir. Et c'est pour ça qu'il est grand, parce qu'il a retrouvé la lumière dans la pire des nuits, parce qu'il choisit malgré tout de croire à nouveau en Superman, en l'humanité, et surtout, en lui-même. Voilà mon analyse sur Batman, maintenant j'ai envie de rentrer un peu plus dans le vif concernant le reste. Déjà, l'alchimie entre Bruce Wayne et comment ça s'appelle, et Alfred, c'est la meilleure que j'ai vue, quoi. Ils sont parfaits tous les deux. Vraiment, il y a par exemple, il y a ce plan où on voit, comment il s'appelle, Alfred qui se pointe dans l'appart, dans un des apparts de Bruce Wayne pendant qu'il il a passé une nuit avec un top modèle ou je sais pas quoi, et il y a Alfred qui se pointe, Jeremy Irons. Ah ouais,
ah vache, il serait peut-être pas mal qu'il y ait une dynastie Wayne ou je sais pas quoi, enfin il fait une petite réflexion comme quoi Bruce devrait faire un gosse, et on a Batman qui se ramène, donc Wayne, qui se pointe avec une tasse de café, et il la donne à son, comment dire, à son majordome, quoi. C'est l'inversion des rôles, quoi, Bruce Wayne qui se pointe et qui donne un café à Alfred. Il y a cette espèce de flegme sur la tronche d'Affleck avec ses cheveux poivre sel, enfin c'est plein d'humanité, et c'est ça que j'adore dans les deux, et je préfère largement ce duo-là que celui qu'on avait dans The Batman avec Andy Serkis et Pattinson. Je trouvais qu'ils collaient pas spécialement les deux, un peu trop mystérieux, bon, bref. Et donc il y a cette alchimie, enfin, il y a une alchimie partout. Et d'ailleurs, contrairement, c'est pour ça que je préfère Batman vs Superman par rapport au ceux de Nolan, c'est que les méchants ont des gueules de méchants. Ils ont tous des balafres, des tatouages, ils font peur, quoi. C'est vraiment ils ont des gueules de mecs qui font des conneries, qui traînent sur des docks, qui mouillent dans des affaires bizarres, qui tabassent des gars, etc. Ils ont des gueules de méchants. Alors que dans les Batman de Nolan, bah les mecs, ils ont juste des têtes de figurants, ils ont pas de cicatrices que dalle, ils sont normaux comme vous, comme moi. Enfin, ils ont rien de spécial. C'est pour ça, c'est vraiment le côté très comment dire, très aseptisé de la mise en scène de Nolan qui me stresse, littéralement. Là, au moins, il n'y a pas ça. Et, enfin, il y a tellement de choses à noter, tellement de choses. Bon, déjà, on est content de revoir Superman, enfin, bien sûr, hein, et puis surtout, c'est génial de le voir en conflit avec Batman. Là, les deux se font pas de cadeaux. La scène où ils se croisent, donc quand on voit, bah, justement, Batman qui demande à Superman, quand il lui a défoncé sa bagnole, fait pour avoir le dernier mot, Superman se casse, il lui met un coup de pression, ouais, t'arrêtes tes conneries, machin, et l'autre, dis-moi, est-ce que tu saignes, enfin, do you bleed? Puis Superman, il le regarde et il se tire, et ça donne un petit frisson, parce qu'on se dit, oula, le mec, il est déter, il veut niquer Superman, et rappelez-vous de la scène de Justice League, quand Superman chope Batman, et que lui dit la même chose, mais ça, c'est... Ah, j'avais des frissons, quoi. Quand Henry Cavill chope la gueule de Superman, putain, mais tu vas jamais me laisser crever, toi. Puis après, en fait, j'ai une question. Do you bleed? Oh, c'est fantastique, mais grand moment de cinéma, quoi. Là, j'étais vraiment en stress, quoi. Je me suis dit, c'est bon, il va le buter, quoi. Il va lui arracher la tête. Enfin, j'y croyais, quoi. Et puis, pareil, quand il y a la confrontation Batman-Superman, quand les deux se rejoignent, quand il fait... Quand Superman va vers Batman, there's no time, enfin, il n'y a pas le temps, et you don't understand, et comment il s'appelle, Batman qui se ramène avec sa combinaison à la Iron Man, et puis il y a sa voix robotique, I understand, et puis l'autre il le repousse direct, il l'envoie à l'autre bout du bâtiment, avec Wayne qui se retourne, à chaque fois il morfle. Ça qui est bien, c'est que là on a un Batman qui souffre, à chaque fois qu'il prend des coups dans la gueule, on a l'impression qu'il va crever, quoi, comme le coup après où Superman lui renvoie un kick en pleine tronche et ça lui arrache la moitié du masque, et on voit le pauvre Affleck qui est en train d'hurler de douleur, enfin en train de comment dire, c'est génial, il y a tellement de force, tellement de puissance, c'est un film qui est généreux, en plus il dure presque 3 heures, on a l'apparition de Wonder Woman, on a l'arc Clark Kent et comment ça s'appelle, et Lois. D'ailleurs, Clark est vraiment pénible, hein, dans la version longue, rappelez-vous quand on voit Kent qui enquête, c'est là qu'on voit la différence entre la vision du monde de Superman et Batman, c'est que là on voit que la faille de Superman, c'est pour ça que les deux se complètent parfaitement, on a l'humain et le dieu, parce que Superman il comprend toujours pas que c'est pas facile d'être un être humain, quoi, donc de vivre avec des lascars, des junkies, des camés, des dealers, tout ça, et donc il est un peu choqué de voir que Batman a fait buter un dealer, ou non, un mec qui faisait un esclavagiste, quoi. Un gars qui vendait des meufs, il l'a marqué au fer rouge pour qu'il se fasse suriner en tôle. Et donc il y a Nolan qui est... Enfin Nolan, lapsus révélateur. Donc il y a, comment il s'appelle, Superman qui est choqué. Parce que, oh là là, mon Dieu, vous vous rendez compte de ce qu'il fait, c'est horrible, hein. Il a fait en sorte qu'un criminel, une véritable ordure, qui bousillait la vie de plusieurs personnes, meurt, quoi. C'est pas bien, quoi. C'est donc, on voit deux visions différentes. Un Batman qui est usé, fatigué de voir que des lascars font des conneries sans être inquiétés, donc il fait le ménage en interne, et Superman qui est en mode, ouh, mais c'est monstrueux ce que vous faites, vous châtiez les criminels, mais c'est impensable. Donc, il y a ça qui est un peu, comment dire, qui est assez marrant, en fait. Et c'est pratique pour montrer le comparatif de mentalité, de mindset entre les deux. Et enfin c'est génial, quoi. C'est génial simplement. Les scènes d'action sont parfaites. On sent bien que Snyder s'est grave inspiré des jeux vidéo Arkham Asylum, surtout à Arkham City, parce qu'Arkham City est sorti en 2011, début 2011. Ouais, il a eu le temps de s'inspirer pour les scènes de baston, la scène de baston dans l'entrepôt, quand on voit Batman se friter contre tous les gars. Génial, quoi. Enfin,
c'est tellement cool. Ce film est cool, quoi. Cool et sérieux. Parce qu'il y a des moments, ouais, effectivement, on se prend dans un film d'horreur, et effectivement, Batman tue des gens, même dans ses rêves, quand il est télescopé dans un monde post-apocalyptique à la Mad Max, dans un univers qui est contrôlé par Superman, où tous les soldats portent allégeance à lui, on dirait des Waffen-SS avec leur logo Superman sur l'uniforme, où ils s'agenouillent devant lui, là où Superman fait vraiment peur, et là, Batman, il est avec des potes, et il dégomme les mecs, il leur tire dessus au G36, il leur pète la nuque, mais c'est génial, c'est oser montrer un Batman comme ça, mais c'était courageux, quoi. C'était courageux pour l'époque, on n'avait jamais vu ça, quoi. Et les gens je veux dire, les fans à l'époque, certains ont gueulé, mais la plupart les autres, on était, wow, le mec, il est trop déter, il bute des mecs. Alors je sais que le Batman de Tim Burton mettait en scène un Batman qui tuait des gens. Je veux dire, il leur tire dessus, il tire sur des bad guys à coups d'avion de chasse, il leur envoie des grenades à la gueule, il fait buter des mecs indirectement, mais c'est un peu ellipsé dans les Batman de Burton. Là, c'est montré, on voit vraiment Batman qui balance des mecs contre des murs, il les paralyse, il leur pète les clavicules, il leur rentre des couteaux, des chlasses dans la gorge, il leur tire dessus au fusil, au flingue. C'est vachement mature, quoi. Donc on a ça, plus la musique, bien sûr, qui est parfaite. Je ne comprends pas comment on peut défoncer un film pareil. C'est un non-sens pour moi, un non-sens total. Tellement c'est puissant, tellement c'est travaillé au millimètre. Non, je ne trouve rien à redire de négatif sur l'alchimie est parfaite, Ben Affleck est très bon en Batman, c'est toujours génial de revoir Cavill en Batman, en Superman. Wonder Woman, je la trouve très très correcte, très cool. Gal Gadot qui est en Wonder Woman, et j'admets avoir aimé le Wonder Woman de 2017. Ou 2016, j'admets avoir passé un bon moment au cinéma quand je l'ai vu, je l'ai pas trouvé mauvais, et Wonder Woman de 1984, visuellement c'est très beau, il y a des tas de bons plans, mais je suis incapable de dire si je l'ai aimé ou détesté. Donc je pense que j'ai détesté. Quand vous êtes comme ça, quand vous savez pas si vous aimez ou si vous détestez un film, c'est que généralement vous le détestez. Et c'était vraiment particulier 84, vraiment c'était étrange. Mais le film avait au moins l'ambition de proposer quelque chose d'autre. Au moins. Et non, Batman vs Superman, en soi, j'ai pas grand chose à dire, à rajouter, mis à part que c'est un grand classique, visuellement magnifique, qui n'a pas vieilli, plus de 10 ans après. Il met une tôle sans problème à The Flash, au Superman de 2025, tout ça, tellement visuellement c'est propre, c'est généreux en termes d'action. Alors déjà, le combat entre Superman et Batman, c'est fantastique. Après, on a la baston avec Doomsday, c'est génial, quoi. Ça s'arrête jamais, jamais, jamais. Il y a de la générosité, il y a de l'inventivité, il y a de la pertinence, il y a des plans de dingue. C'est baroque, c'est gothique, c'est moderne, c'est tout. J'espère qu'un jour Snyder sera réhabilité à sa juste valeur, parce que c'est un type qui a trop de talent pour être mis de côté, pour être méprisé. Vraiment, battez-vous pour défendre Snyder, quoi. Qu'importe ce qu'il en coûte en termes de réaction. Ce mec-là, à l'époque, quand il faisait des grands films, il mérite une forme de réhabilitation un peu en retard. Parce que oui, il y a des fans, mais malheureusement, les fans n'ont pas crié assez fort, contrairement aux haters. Les haters n'ont pas lâché l'affaire, ils n'ont pas lâché les chevilles n'ont pas cessé de mordre Snyder sans lui arriver ne serait-ce qu'au quart de la cheville, justement, en termes de talent. Donc vraiment, voilà. Pour moi, écoutez, c'est deux merveilles. Deux films que je redécouvre de temps en temps, pas souvent, mais de temps en temps, parce que je m'envoie ça un petit peu en piqûre de rappel, entre 2, 3, 4, 5, 6 Marvel foireux, bim, je m'envoie ça, puis d'ici également, parce que bon, les derniers Aquaman, tout ça faisait pas vraiment rêver, donc je me mets de temps en temps un petit Man of Steel, un petit Batman vs Superman, je suis bien, là je respire, de la maturité, de l'intelligence, de la violence, du vrai cinéma, du visuel, du graphique, de l'émotion, parce que ça stimule l'émotion, la scène de la mise à mort de Superman, mais ça m'a choqué. Puis alors, son retour m'a fait... j'ai cru que ma tête allait exploser quand on voit la Terre qui se secoue, tout ça. Ça veut dire qu'il va revenir. Mon Dieu, mais quelle merveille. C'est... donc, deux merveilles sublimes, je lui mets un 8 sur 10 à ce Batman vs Superman. Et je précise bien la version longue, la version courte, ils ont enlevé trop de moments qui étaient indispensables, notamment la meuf là qui pleure, Superman il a cassé mon village, il a tué plein de gens et tout, puis après on s'aperçoit qu'en fait la meuf elle était corrompue, puis il y a un des méchants qui la pousse sur une rame de métro, ça rigole pas, quoi. C'est vraiment sérieux, quoi. Donc film que je recommanderai jamais assez, notamment aux jeunes. Si vous avez 20 ans, si vous n'avez pas encore vu ces films, matez-le. Et il y a une différence entre mater ces films, je pense, à 15 ans, à 20 ans, on a un ressenti qui est différent, et j'insiste vraiment auprès des plus jeunes, redonnez-lui une chance si vous ne l'avez pas aimé, parce qu'avec la maturité, il se peut que vous appreniez à le kiffer, parce que moi je l'ai vu, j'avais 25 ans, je pense que j'aurais autant kiffé à 20 ou 15,
parce que j'avais déjà un mindset très branché à film violent, mature et tout, mais les nouvelles générations, les jeunes qui arrivent maintenant, qui pop, qui découvrent le cinéma actuel moderne, celui qu'on connaît que trop bien, eh bien, replongez dans ces pépites, vous allez voir que, entre ce qu'on produit maintenant et ce qu'on produisait avant, bah, je vais pas dire que c'était mieux avant, mais c'est le jour et la nuit, tout simplement. C'était pas mieux avant, c'était largement mieux avant, quoi, je suis désolé, mais parce que c'était l'époque, etc. Mais je pense qu'on reviendra dans les années 2030, quand on passera les années 2020, quand on changera d'époque, on changera de mindset, on changera de système, je pense qu'on reviendra des films comme ça, des films énervés, bourrins, qui prennent des risques, il faut un temps de latence, on y reviendra, j'en suis convaincu. Bref, voilà ma critique de Man of Steel et Batman vs Superman, j'attends votre avis dans les commentaires, c'est hyper important. Partagez-moi votre avis et soyez honnête, hein, mais bon voilà, si vous aimez pas Snyder, dites-le, hein, dites-le franco. Donnez-moi des arguments par contre, et des vrais arguments s'il vous plaît. Et voilà, ne soyez pas dans l'hystérie, ni dans la rage ou je sais pas quoi, soyez honnête. Ou même... vous pouvez dire simplement que son style vous parle pas, que vous aimez pas, que vous préférez le style chirurgical et mathématique de Nolan, je comprendrai tout à fait. Bon bref, donnez votre avis, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez le format, et n'hésitez pas non plus à lâcher un petit like. Plein de bisous à tous, prenez bien soin de vous, ciao.